bio pendant que vous préparez, si vous me permettez. Florent Favard, maître de conférences en théorie et pratique du cinéma, de l'audiovisuel et du transmédia à l'IECA de Nancy, France. Florent se focalise sur la complexité narrative des séries télévisées contemporaines. Il travaille sur les genres de l'imaginaire dans une perspective narratologique, contextualiste et transmédiale, et a notamment publié le récit dans les séries de science-fiction chez Armand Collin 2018 et écrire une série TV, La promesse d'un dénouement, chez les presses universitaires François Rabelais. Parfait. Il coordonne avec Hélène Machinal un numéro de TV Series sur la sérialité prévue en 2019. Ça va? Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais tout d'abord remercier les organisatrices et organisateurs de ce fantastique colloque qui est vraiment déjà très riche en échanges. Je les remercie également de m'avoir permis d'y participer, alors même que j'arrive avec beaucoup plus de questions que de réponses, un peu comme un épisode de Lost. Je serais peut-être même déçu à la fin. Ça fait bientôt 10 ans que je travaille sur la complexité narrative, sur des séries qui construisent petit à petit ce que j'appelle une intrigue macroscopique, qui vise justement à emmener le public quelque part, souvent même vers un dénouement spécifique, comme dans Lost, où on nous promet qu'on va un jour quitter cette fichue île et comprendre enfin ce qui s'y passe. Et j'ai donc mené des questionnements dans une perspective narratologique contextualiste, qui étudie le récit en prenant en compte ses conditions de création et de réception. C'était le cadre de ma thèse, et c'est aujourd'hui le cadre de mon travail avec mes étudiants de master à l'Institut européen de cinéma et d'audiovisuel, puisqu'ils viennent d'abord pour la pratique et ils attendent de la théorie qu'elle puisse informer leur pratique. Ce qui fait que, avec eux, lorsque je leur parle de séries, j'ai souvent tendance à leur parler d'élan narratif. Alors qu'est-ce que l'élan narratif? C'est tout simplement cette impression que la série va quelque part, l'impression qu'elle avance ou qu'elle stagne, voire parfois qu'elle recule, ça peut arriver pour certaines séries. On me dira que c'est peut-être quelque chose qui peut rester vraiment dans le domaine du subjectif, mais vous aurez bien noté, par exemple, pour celles et ceux qui regardent Game of Thrones, vous avez senti une accélération dans les dernières saisons. C'est-à-dire que des personnages qui mettaient 2 saisons à traverser le continent, dans les dernières saisons, on a l'impression qu'ils se téléportent. Donc il y a une augmentation du rythme des événements, de l'intrigue, une montée des enjeux aussi. Donc on sent bien quelque chose qui se passe au niveau du texte. Mais bien sûr, ça se passe aussi au niveau de la réception. Donc ce raisonnement, il s'inscrit plus largement dans ce que Mary-Laure Ryan appelle la storyology, qui serait l'étude de la logique qui lie les événements en une intrigue. Ici, elle utilise spécifiquement plots, puisque c'est la différence que Forster faisait, par exemple, entre story, l'ordre chronologique des événements, et plot, les événements liés par un lien de causalité. Plus largement, on pourrait faire un lien entre la storyology et cette branche de la narratologie qui est la tellability, qui s'intéresse non pas à la définition du récit, mais au fait que certains récits sont plus intéressants à raconter que d'autres, à l'intérêt d'un récit en quelque sorte. Et pour vous parler d'élan narratif, je vais commencer par parler de son ennemi mortel. C'est l'épisode de remplissage, l'épisode qui ne sert à rien, celui durant lequel vous dites que vous avez vraiment perdu votre temps. C'est ce qu'on appelle aussi le filler. Alors filler, il me semble que c'est un terme qui, dans sa version anglaise, par les francophones est surtout utilisé dans le cadre des animés japonais, où on a souvent des dessins animés, donc des séries animées, qui sont adaptés de mangas. Les mangas sont toujours en cours de publication. Arrive le moment fatal où la série animée rattrape le manga. Et que se passe-t-il? Que fait-on à ce moment-là? Eh bien, la série animée doit meubler, voire partir dans une direction complètement différente, parce que le manga n'arrivera jamais à revenir au même niveau. Donc là, on a un intervalle qui tient d'un double flux tendu. Et il y a une dimension fortement transfictionnelle dans le filler tel qu'il est pratiqué dans les animés japonais, puisque par exemple, si vous avez regardé la série Fullmetal Alchemist, je pourrais vous demander laquelle. Il y a eu 2 adaptations. Il y en a une au début de la parution du manga, qui très vite est partie dans sa propre direction, et il y en a une seconde diffusée vers la fin de la publication du manga, qui pour le coup se veut beaucoup plus respectueuse du matériau original. Donc on a 2 séries animées différentes qui partent du même point de départ.
Le remplissage dans les séries américaines, notamment les séries des grands networks américains, on le remarque par exemple lorsque on a fait exploser le budget. Et on se rend compte que là, il y a des contraintes financières qui font qu'on va réserver le budget effets spéciaux, le budget action, le budget guest star à certains épisodes, et d'autres en pâtissent et finissent par ne pas avoir grand-chose à montrer d'impressionnant. Il y a aussi cette idée que, notamment là encore sur les networks, on va réserver les meilleurs épisodes pour les périodes de mesure d'audience, les sweeps, qui sont, si je me souviens bien, en novembre, en février, en mai et en juillet. Ce qui fait que fatalement on creuse au sein des saisons de network des espaces, je ne vais pas trop jouer sur la polysémie d'intervalle, mais des espaces spécifiques où parfois la saison propose ces épisodes les moins bons, puisqu'on ne peut pas jouer sur un relativisme absolu. Il y a des épisodes qui ne fonctionnent pas, qui sont mous, qui ne sont pas réussis, et c'est le travail d'un showrunner de malgré tout, à un moment il faut fournir un certain nombre d'épisodes. Donc voilà, celui-ci n'est pas brillant, mais on va le placer à un moment où il n'y a pas de mesure d'audience, et on va faire en sorte de l'oublier le plus vite possible. Sachant que de toute façon une série aussi se fatigue, ça c'est inévitable, c'est plus largement un problème d'écriture, de renouvellement. Ici c'est David Shore, le showrunner de House, qui le dit. Ce remplissage, on le remarque aussi particulièrement quand on s'intéresse à la mythologie d'une série. Alors, qu'est-ce que la mythologie d'une série ? Je regarde Claire, forcément. C'est un petit peu notre cheval de bataille. On est plusieurs à s'intéresser à cette notion. C'est une notion qui est liée à cette division qu'on perçoit toujours dans les séries télévisées entre épisodique et serialized, entre les épisodes complètement indépendants et les épisodes qui seraient complètement liés les uns aux autres, sachant qu'on est toujours plus ou moins entre les deux. La mythologie, elle n'est pas réductible à l'intrigue macroscopique qui va plus ou moins connecter les épisodes entre eux. Elle tient plus largement de tous les possibles narratifs que la série va pouvoir développer. Elle tient de la richesse et de la densité du monde fictionnel qu'elle propose, de la biographie des personnages. Elle concerne même les thèmes. Mythologie, c'est un terme très, très fluide. Mais ce terme, il a encore été défini en 2015 par Mittel comme étant vraiment lié à l'intrigue. Ce qui fait que Mittel, lui, se basait sur une dénomination qui existait pour les scénaristes et les fans de The X-Files. C'était la distinction entre les épisodes dits mythologiques, qui du coup s'appuyaient sur l'intrigue à long terme, le complot extraterrestre, et les épisodes monstres de la semaine, qui s'intéressaient à une enquête bouclée dans le temps de l'épisode. Et vous aviez toujours au sein des fans à l'époque, c'est même toujours le cas, des fans qui vous disaient les épisodes monstres de la semaine ça ne sert à rien, c'est du remplissage parce que nous on veut savoir si les extraterrestres vont débarquer, et d'autres qui au contraire disaient mais la mythologie elle ne sert à rien, c'est confus, ça n'avance jamais, nous on veut du monstre de la semaine. Là au moins on a de bons épisodes très intéressants qui sont bouclés. Sachant que les scénaristes, eux, ils sont déjà complètement au-delà de ces considérations. On trouve, par exemple, chez les scénaristes de Fringe, la notion de myth-alone, un mélange entre un épisode mythologique et un épisode stand-alone, puisque vous aurez, ce sont, si je me trompe, Wyman et Pinkner qui expliquent que ils savent bien que les fans de Fringe veulent de la mythologie, veulent une progression de l'intrigue macroscopique, mais ils savent aussi qu'il faut attirer un nouveau public devant la série à chaque épisode, si possible. Donc on va proposer des épisodes qui peuvent être lus de façon complètement indépendante, mais qui renferment toujours le petit élément qui va satisfaire les fans. Fringe étant en plus la directe héritière de The X-Files, donc il y a vraiment un lien assez intéressant à tisser entre les deux. Ce qui m'amène à la question, et je vais prendre un peu plus d'élan moi-même, de l'élan et de son rapport à la densité narrative. Voici un schéma adapté voilà, on est d'accord. Voici un schéma adapté de la méthode de Henrik Hornbring qu'il avait proposé pour analyser la série Alias. Hornbring, il s'intéressait principalement à... Lui, il s'intéressait à la densité narrative, savoir combien d'arcs narratifs à long terme un épisode donné va mobiliser. Et donc, au fil des épisodes, dans l'ordre chronologique de leur apparition, on note l'apparition des différentes questions majeures qui structurent l'intrigue macroscopique, et on note leur usage par chaque épisode.
sachant qu'on remarquera que même si cette vision elle semble complètement nier l'intervalle qui existe entre les épisodes, on se rend compte en fait que par exemple lors des pauses de diffusion, des pauses qui peuvent durer 3 semaines voire plus, on voit les arcs se reconfigurer en fonction de ces pauses majeures au sein d'une saison. Par exemple, on va lancer de nouvelles questions juste avant ou juste après une pause, pour convaincre le public de revenir et le récompenser d'être resté fidèle à la série. Et il se trouve que on pourrait se dire, finalement, un épisode de remplissage, c'est peut-être ceux où, comme ici le 15, où il n'y a pas grand-chose finalement. Ça, c'est peut-être du remplissage. Alors que non, en fait, puisque cette densité, elle n'a pas exactement à voir avec l'intérêt d'un épisode. On peut avoir un épisode indépendant qui est très réussi, qui est très apprécié, et qui peut même avoir cette dimension de myth alone. Mais dans les séries des années, notamment 90, j'ai envie de dire que généralement l'épisode de remplissage sera un épisode qui ne va pas forcément mobiliser l'intrigue macroscopique telle qu'ils sont perçus. C'est-à-dire que même un épisode qui mobilise l'intrigue macroscopique, mais qui n'est pas vraiment intéressant, sera toujours mieux vu qu'un épisode qui ne mobilise pas l'intrigue macroscopique par une certaine partie du public, qui fonctionne sur, Claire tu en parles, sur le paradigme de l'indice. C'est-à-dire qui voit la série, et notamment celle des années 2000 et 2010, comme une totalité, comme un énorme puzzle. Et si un épisode n'apporte pas une pièce du puzzle, il ne sert à rien. Même s'il questionne la fiction, même s'il apporte de nouvelles choses intéressantes, même s'il tourne les grands thèmes de la série d'une façon inédite, s'il n'apporte pas une pièce de puzzle, il ne sert à rien. Par exemple dans Lost, je pense à tous les épisodes centrés sur Jack ou sur Charlie surtout sur Charlie, qui ne sont pas forcément des épisodes qui apportent des choses, et en plus leur intérêt au niveau de l'épisode lui-même n'est pas toujours apprécié par les fans, ce qui fait que on se retrouve avec une confusion qui peut... Un petit éclaircissement, que signifient les ronds par rapport au carré? Alors, je vais prendre 30 secondes du coup. On va dire que c'est 30 secondes de questions. Ouais, tout simplement, c'est la question que vous vous posez ce matin, repérer les rappels directs et indirects. Il me semblait que c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'un épisode peut user de la question. Quand je dis qu'il en use de façon effective, c'est-à-dire que la grande question majeure va mobiliser l'action d'au moins un personnage dans au moins une scène. Il y a aussi des fonctions de rappel, c'est-à-dire rappel uniquement destiné au public, avec les flèches qui montrent le début et la fin de ces grandes questions. Merci. Plus largement, une série doit respirer un petit peu, surtout parce qu'on ne peut pas toujours maintenir une tension narrative, parce que les séries des années 80 et 90 notamment sont devenues expertes à la transformation de ces contraintes en opportunités. C'est tout l'art du bottle épisode, par exemple, de l'épisode qui n'a pas de budget, qui doit se faire dans des conditions les plus réduites possibles d'un point de vue budgétaire et même de décor. Et on le retrouve même sur le câble, d'ailleurs, pas que sur les networks. L'épisode The Fly dans Breaking Bad, beaucoup de fans l'ont pas forcément bien reçu au début, en se demandant pourquoi Walter et Jesse passaient tout l'épisode dans le labo à chasser une mouche. Alors que cet épisode, en plus, a une grande valeur au niveau du développement et même de l'intrigue, avec le retour du cancer de Walter. Ces épisodes, c'est pas du remplissage au sens négatif du terme, c'est ce que j'appelle du délayage. Ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'une série, c'est comme la pâte à crêpes. Si elle est trop dense, elle est imbuvable. Comme le café, il faut la faire respirer, un minimum. Et par contre, il ne faut pas ajouter trop d'eau, parce que sinon, les crêpes, elles vont devenir insipides. Donc c'est un art, le délayage narratif. C'est offrir des pauses, des intervalles de pause, finalement, au déploiement de l'intrigue microscopique, pour se réinventer. Jusque-là, j'ai mené une réflexion qui se porte pas mal sur le texte lui-même, et qui peut-être négligeait encore un petit peu la question de l'intervalle. Quand je demande à mes étudiants quel est le meilleur moyen de regarder une série, il y a les grands défenseurs de la méthode classique, on suit semaine après semaine. Ils me disent « Ah, mais ce qui est important, c'est les discussions. » Donc on sent que il y a quelque chose qui tourne au niveau de la critique universitaire, de la critique culturelle et des fans, quelque chose de bien acquis. Cette attente qui reste au cœur des enjeux sériels. Mais vous avez l'autre camp qui va dire « Je préfère marathonner parce que j'expérimente la série comme un roman. » Alors, au-delà du côté légitimiste, là pour le coup, de la comparaison entre la série et le roman, il y a cette idée de prise de contrôle sur le rythme de lecture qui est fondamentale pour tous les marathonneurs et marathonneuses. Ce qui nous amène à la question du binge-watching. Mais avant de continuer sur la réception,
une des questions que je me suis posée au fil de ma thèse, c'est si l'écriture elle-même, elle n'a pas pris trop d'élan au fur et à mesure. Par exemple, dans les années 2000, avec cette pression téléologique, cette pression de la promesse de dénouement, Ronald D. Moore en parle, c'était le créateur de Battlestar Galactica, il disait maintenant toutes les chaînes veulent que les scénaristes annoncent un plan sur 5 ans en arrivant dans les bureaux, alors que c'est quasiment impossible. Vous avez aussi aujourd'hui cette espèce de consolidation d'un feuilletonnant assez particulier. Je pense par exemple à la série Salvation, qui raconte l'arrivée d'un astéroïde sur Terre. Et vous avez des épisodes dont la tension est toujours maintenue maximale et qui offrent un continuum qui est presque celui du soap opéra, à la différence que ces épisodes sont diffusés de façon hebdomadaire et pas quotidienne. Et enfin, il y a aussi cette question de la mise en avant de l'unité narrative justement de la série comme une œuvre complète qui peut-être cette conception de l'unité se fait peut-être au détriment de tous ces errements, de toutes ces expérimentations finalement. La série a le droit de se tromper. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de séries à regarder, qu'on pardonne moins les errances et qu'en plus, on se retrouve de toute façon à marathonner la plupart des séries. C'est ce que Lisa Glebatis-Perks appelle le media marathoning. Elle n'a pas envie de parler de binge-watching, elle préfère parler de media marathoning puisque pour elle, c'est quelque chose de très positif. Ça permet d'avoir un regard beaucoup plus fin sur des narrations très vastes, très complexes. Et elle explique notamment que ça permet de mieux approcher le parcours moral des personnages au fur et à mesure d'une série. C'est un petit peu sa spécialité. Parfait, ça me permet de parler du sujet qui fâche, Netflix et le binge-watching. Parlons-en. Est-ce que quelque chose ne s'est pas cassé au royaume de Netflix ? Puisque quand on parle de binge-watching, forcément, resituons-le rapidement, plusieurs spécialistes de la télévision vous décriront diverses ères qui ont tendance à se recouper finalement. C'est le début des années 50 jusqu'aux années 80, souvent défini comme un moment où on a accès à peu de séries et peu de chaînes. Expansion dans les années 80-90 avec cette TV2, et la TV3 serait définie par Pearson notamment comme l'ère de la télé numérique et de la fragmentation complète du marché. Sachant que quelqu'un comme Maria Kay Jenner, par exemple, va proposer l'idée de TV4, c'est-à-dire qu'on aurait subi un nouveau bond technologique. On est passé au-delà de la télé en replay et du DVD et de la SVOD. On est passé, notamment avec Netflix, au binge-watching conçu comme un modèle économique et comme un modèle de lecture. Alors qu'est-ce que le binge ? Très rapidement, et là c'est un peu une planche de remplissage, mais je suis allé regarder notamment du côté des analyses psy, des spécialistes de l'addiction, qui ont toujours le prisme de l'addiction, qui voient toujours le marathon comme source, comme un comportement presque déviant, sauf que ça évolue petit à petit au fur et à mesure. Pierce Grove note aussi que c'est un comportement qui a été valorisé par la critique US. Quelqu'un comme Emily Nussbaum, par exemple, parlera des vertus du binge-watching et parle de son visionnage de Lost à 3h du matin comme d'une expérience qui s'approche presque de la texture du rêve. Donc, ça j'en ai parlé, je vais passer. Hop. Ce qui est intéressant, c'est que Netflix a vraiment fait, ça peut être intéressant ce que dit Jenner sur le binge qui est vraiment la nouvelle programmation selon Netflix. Netflix nous donne l'impression qu'on a la liberté, qu'on est en dehors de la grille de programme des networks, alors qu'en fait, on suit maintenant leur grille à eux. On doit binger telle série avant que la prochaine période de binge arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que les saisons de Netflix, elles sont souvent perçues comme molles, notamment les séries Marvel. Il y a cette critique qu'on appelle, ça porte même un nom, les anglophones appellent ça le Netflix bloat. C'est l'impression que les milieux de saison de Netflix sont très mous. Pourquoi ils sont mous ? Chez Netflix, on propose l'idée notamment que certains de leurs deals, par exemple pour les séries Marvel, incluaient la présence de 13 épisodes, alors qu'eux préfèrent faire du 8 ou du 10 épisodes, qui selon eux est beaucoup plus facilement bingeable. Donc c'était la façon dont ils se justifiaient. Ce qui est intéressant, c'est que chez Netflix, on a aussi dit, vous aurez peut-être croisé cette sortie de Hastings, qui disait que Netflix lutte d'abord contre le sommeil. L'idée, c'est qu'on binge jusqu'à ce qu'on s'endorme, finalement.
le binge est quand même, vu par Netflix, le binge est quelque chose qui peut paraître très, très péjoratif. Dans c'est logiquement le prochain numéro, j'espère, de TV Series que nous dirigeons avec Hélène Machinal et par exemple Martha, vous y participez. Il y a un article de Benjamin Campion que je trouve assez intéressant. Il parle des renoncements que l'on fait quand on regarde une série sur Netflix. Renoncement au rêve collectif, à l'individualité de l'épisode et toute la dimension paratextuelle, puisque Netflix vous propose de sauter le générique, le résumé des épisodes précédents et ainsi de suite. Pour le rêve collectif, je ne serais pas forcément d'accord parce que je pense qu'on peut continuer à rêver les séries mais de façon collective, mais avec le binge de Netflix c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que le binge Netflix, notamment cette fonction post-play qui vous emmène vers le prochain épisode, elle est d'abord conçue, selon Jenner, pour mitiger et atténuer la... je vais y arriver, je vais le traduire en français. On est paralysé devant l'omniprésence du choix, trop de choix sur Netflix, et finalement on préfère laisser Netflix nous emmener vers le prochain épisode. On est beaucoup plus soulagé. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être que le cliffhanger est en train de perdre de sa valeur, spécifiquement sur les séries Netflix, avec cette fonction du post-play qui finalement nous amène de toute façon vers le prochain épisode, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la narration elle-même. En conclusion, les questions que je me pose, puisque je continue à me poser des questions finalement, je n'ai pas vraiment de réponse. Je me demande si le délayage narratif sortira indemne de cette évolution du dispositif sériel audiovisuel, puisque qu'est-ce qu'un bottle épisode s'il est fait sur une série Netflix ? Un bottle épisode sur une série Netflix, ça n'a rien à voir avec les conditions budgétaires, économiques, logistiques dans lesquelles il est réalisé au niveau des networks. L'immersion et la lecture en compréhension sont favorisées, ça c'est assez intéressant, et c'est quelque chose qui se rapproche plus largement des rapports qu'on entretient avec les œuvres transmédiatiques au sens large. Je m'interrogeais sur le remplissage qui est toujours présent finalement dans les blocs netflixiens, mais est-ce que c'est exactement le même remplissage ? Ça demanderait un peu plus d'analyse. Et finalement, la question que je me pose, c'est comment, quand je veux parler d'élan narratif, je fais la différence entre les lectures en marathon qui touchent toutes sortes de séries et spécifiquement l'écriture pour le marathon. Merci. J'ai une question d'ordre méthodologique. Cette question du remplissage, la définir, est-ce que c'est pas déjà là un premier problème dans la mesure où, alors certes, pour des questions budgétaires, il peut y avoir, on voit sur des séries éminemment épiques qu'il peut y avoir une baisse de régime, mais comment ça se passe quand c'est un choix réel scénaristique de prise de temps pour un approfondissement de personnage qui serait dans quelque chose de plus intimiste, volontaire? Est-ce que le délayage s'articule sur des questions de production, sur des questions d'intention du film, sur des questions de logique dans le micro-macro? Comment est-ce qu'on peut définir cette logique du délayage? C'est la question que je me pose, puisque toutes ces variables sont à prendre en compte, et notamment aussi le côté réception. C'est-à-dire qu'un épisode perçu comme étant de remplissage à la sortie de la série, Jason Mitchell le dit, il peut être perçu lors de la lecture marathon en DVD comme n'étant pas un épisode de remplissage. On a toute la subjectivité des avis, on a effectivement une analyse génétique qui est difficile à mener sur les séries quand même, connaître exactement les conditions de production. Si on ramène en plus l'intentionnalité de l'auteur, quel auteur? La salle d'écriture, qui, quoi, comment, ça nous ramène à la question de l'analyse génétique. Quand je parle d'épisode de remplissage, j'ai tendance à m'appuyer sur la béquille de la réception en disant il a été perçu comme ça. Et il y a des épisodes qui sont assez marquants pour ça. Par exemple, un épisode de Lost, un épisode centré sur le personnage de Jack et sur le mystère des tatouages du personnage de Jack, qui a été mal reçu par les fans et par la critique. Et ensuite, les showrunners ont perçu cette mauvaise réception et se sont servis de cet épisode comme argument pour demander à ABC une date de fin pour la série, pour dire nous on veut savoir qu'on va quelque part. Et cet épisode-là a été transformé de quelque chose qui pouvait paraître subjectif, puisqu'il peut fonctionner cet épisode. Et c'est devenu l'épisode de remplissage par excellence dans Lost, validé justement par les showrunners eux-mêmes qui disent bah non, ça c'est notre pire épisode, ça a été le fond, c'est le moment où on a atteint le fond. Donc là se posent vraiment des questions de discours qui sont construites autour de ces épisodes de remplissage. Et là j'avoue que on est sur des eaux assez complexes. Oui, j'apprécie beaucoup ta perspective où tu montres en fait que des dispositifs formels, esthétiques
découle nécessairement d'une présence dans un contexte médiatique, commercial ou des contraintes de marché, etc. Et donc probablement la série encourage beaucoup plus, penser la sérialité encourage beaucoup ce type de lien nécessaire, plus que considérer l'œuvre comme détachée clairement. Et donc, ma question était sur la fragilité, si on veut, d'une pragmatique des intervalles, pour comprendre donc effectivement ces intervalles tels qu'ils sont perçus par les publics, sachant en gros que parfois on peut considérer intervalle ce qui en fait va ensuite se révéler comme une fin. Parce qu'on ne sait pas, la série peut-être n'est plus renouvelée, ou on ne savait pas, on pensait que c'était l'intervalle, puis on s'est trompé parce qu'on n'a pas lu les nouvelles, on a commencé une série, puis voilà. Ou l'inverse, on considère que c'est la fin, mais le showrunner décide que finalement on peut donner une autre chance, ou on change de chaîne, comme l'histoire de la série te prouve que ça peut arriver. Donc je me demandais en termes encore méthodologiques ou de définition, sur cette fragilité de l'intervalle finalement, comme quelque chose qui peut ne pas être qui est un intervalle mais qui peut aussi amener un... Ça c'est une bonne question effectivement. Je sais pas ce que c'est. Je me l'étais pas posé spécifiquement dans cette... C'est vrai que je me suis toujours interrogé sur l'intervalle qui sépare 2 épisodes, quand on sait qu'il sépare effectivement 2 épisodes. C'est vrai que le fait qu'un intervalle puisse devenir indéfini, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penché spécifiquement, puisque là, j'ai moi-même tendance en termes méthodologiques à m'arrêter au texte et à m'arrêter à cette scène de fin qui ne sera jamais résolue. Et là, j'ai moins tendance à aller vers la réception pour le moment. Mais c'est vrai que ce serait assez intéressant, puisque Bittel il en fait une catégorie d'ailleurs de type d'arrêt des séries. Il parle de la catégorie spécifique des séries qui ont diffusé leur dernier épisode, mais on est toujours dans l'attente de leur renouvellement. Il en fait une catégorie spécifique, donc il y aurait certainement quelque chose à dire. Pour le moment, c'est pas une question que j'ai creusée, mais il y a certainement des choses très pertinentes à analyser. Monsieur ici. Merci, c'est vraiment intéressant en termes narratologiques notamment. J'ai une question par rapport au modèle Netflix, et notamment en rapport à ce que disait Mathieu tout à l'heure par rapport à l'économie du désir, etc. Vous avez dit que finalement il y a cette notion de renoncement, soulignée par Campion, mais qui en même temps en vis-à-vis de quelque chose qui a l'air tout à fait l'opposé, c'est-à-dire l'hyperdisponibilité, la saturation. Donc, ça veut dire que Netflix organise d'une certaine manière du renoncement et de la saturation. Oui. Alors, comment cette tension peut-elle survivre, notamment si on se place par rapport au modèle narratif quand même de la séquence, de la découverte progressive, où là, tout est donné possiblement. Est-ce qu'il y a pas un risque de saturation ou de baisse de régime du désir, compte tenu que Netflix est plutôt dans le régime du fantasme enfantin de surabondance, disons. Oui. Et on sait que les fantasmes enfantins de surabondance, on arrive vite à une notion d'écœurement. Est-ce qu'on n'a pas ce risque-là, imaginable pour Netflix, ou c'est une vision trop linéaire? Non, mais je pense qu'il se sent et qu'il commence à se sentir, notamment parce que c'est devenu un terme. Ça veut déjà dire que c'est perçu, cette idée de mollesse qui parfois dure, et on continue à regarder uniquement parce qu'on veut finir. Plusieurs études montrent que beaucoup de marathonneurs, que ce soit sur Netflix ou d'ailleurs pour des programmes issus de Network, vont avoir tendance à finir au moins une saison, même si ça leur plaît pas dès le début. Donc il y a aussi cette idée dont parle... Par responsabilité marathonienne. Voilà, une espèce de responsabilité, mais c'est ça, une espèce de... Perks insiste sur ça, sur quelque chose qui tient plus on est volontaire, on se dit, bon allez, je vais regarder les 3 saisons de cette série, même si ça ne plaît pas, mais au moins je pourrais dire que je les ai vues. Et là, il ne s'agit plus de s'intéresser au récit, c'est juste de... Il y a un petit côté liste aussi, de dire, bah voilà, j'ai vu ça. On n'a pas forcément le DVD dans sa bibliothèque, les DVD qu'on n'a jamais regardés, mais c'est un petit peu l'effet contraire, on regarde, pour pouvoir dire j'ai marathonné ça. Donc peut-être que ça participe pas de Netflix précisément, mais peut-être plus d'une... Donc un élément tout à fait performatif alors. Oui, tout à fait. Après, pour Netflix spécifiquement, je pense qu'ils sentent qu'il y a un problème, ils le sentent, et est-ce qu'ils vont réussir à le régler? Je ne sais pas, mais ils se posent aujourd'hui énormément de questions sur leur écriture. Ils se posent ces questions-là. Est-ce qu'on n'a pas trop peu d'histoire pour le nombre d'épisodes de nos blogs? Cette question se pose chez Netflix. Une question ici, puis une question...
Une remarque, juste une question, mais l'épisode de remplissage par excellence, surtout pour les séries qui se déploient sur plusieurs saisons et années, c'est celui du clip show. Où là, on revoit des scènes d'épisodes antérieurs. La question que je me pose, c'est, il risque encore d'avoir des épisodes de remplissage sur Netflix, mais dans notre ère du binge-watching, c'est complètement désuet, un clip show. Donc, est-ce qu'on va pas assister à la disparition de ce type d'épisode-là? Je pense oui. Parce que, effectivement, là, on est dans un épisode qui, au niveau budget, n'a tellement pas de budget qu'il va réutiliser des images déjà tournées. À un point que, dans les Simpsons, ils font des blagues sur le fait que c'est ah oui, aujourd'hui c'est un clip show, ah non, voilà. Ça on n'aime pas ça, puis il y a même un épisode où ils changent de poste. Je voulais pas le voir. Ouais. C'est assez rigolo. C'est vrai qu'on risque de le perdre, en même temps il y a des études, je suis passé rapidement dessus dans la diapo, mais il y a des études qui commencent à être faites sur notre capacité de mémorisation et de compréhension du texte en binge ou en visionnement quotidien ou hebdomadaire. Et alors, pour le moment l'étude était, le panel était beaucoup trop petit, celle que je cite. Mais il semblerait que on retienne mieux ce qui se passe dans une série quand on la regarde de façon quotidienne ou hebdomadaire que lors d'une binge. On a le temps lors d'un marathon. Ce qui, alors, c'est une étude, mais c'est le modèle didactique de base. Ouais. Apprenez vos leçons tous les jours. C'est ça. Puis il y a peut-être plus largement le fait que les séries sont peut-être faites aussi pour participer s'insérer dans la vie quotidienne. On dort la nuit, on retient les épisodes en même temps qu'on retient tous les... Il y a une mémoire qui se consolide, qui ne se consolide peut-être pas de la même façon lors d'un marathon. On prend une dernière question rapidement. Oui. Oui, une des solutions qui me semble que Netflix a l'air d'être en train de mettre en place dans certaines séries, c'est les épisodes à durée variable en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a DOA qui a fait ça, Maniac l'année passée. Puis là, on a vraiment des épisodes qui peuvent aller de 28 minutes à 52 minutes. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a comme une réflexion vraiment sur, OK, on ne met plus aucun remplissage, même à l'intérieur d'un épisode. Donc, ça c'est une bonne question parce que Netflix te dira, justement, on respecte la volonté des auteurs et des autrices. S'ils sentent que tel épisode doit avoir son unité mais doit faire juste 30 minutes, on respecte. Peut-être qu'aussi c'est calibré justement pour que le post-play marche mieux et qu'on ait un minimum de volonté pour voir l'épisode suivant. C'est vrai que The OA, les rythmes sont très variables et c'est assez intéressant puisqu'on peut même plus parler d'épisodes, il n'y a pas vraiment de normalisation de ces occurrences. Après, je ne me suis pas penché spécifiquement sur ce que Netflix dit de ces comment il le justifie plus ou moins. Et ça aussi serait vraiment intéressant de savoir si c'est une façon d'éviter le remplissage ou au contraire de pouvoir proposer plus de contenu en facilitant le post-play. Merci beaucoup. Merci pour vos questions.